Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir un dirigeant, Claude Flamand, bonjour. Bonjour Marie-Luce Beson. Claude, dirigeant, créateur d'Anetra, un demi-siècle d'histoire entrepreneuriale. Alors, on va l'aborder avec vous. C'est un parcours que vous n'aimez pas trop présenter, mais j'ai trouvé que pour nos auditeurs, il était intéressant de comprendre qu'est-ce qui vous avait amené à être créateur d'emploi, créateur d'entreprise, créateur de dynamique. Alors, déjà, peut-être avant de parler d'Anetra, on va aborder votre carte d'identité à vous. Oui, donc Claude Flamand, j'ai créé Anetra en 1974 après des études de mathématiques, rébarbatives des mathématiques pures. On ne parle même pas d'informatique, c'est tout ce qu'il y a de plus abstrait qui me passionnait. J'ai obtenu une licence puis une maîtrise de mathématiques et je voulais faire de la recherche mathématique et je me suis aperçu de certaines limites. Donc, j'ai bifurqué vers l'entrepreneuriat. Tout d'un coup, comme ça. Un matin, vous vous êtes dit, allez, on y va. J'étais arrivé au bout de mes diplômes de mathématiques et j'ai dit, oui. Alors, ma première idée, c'était transporteur. J'adore les voitures, les camions, tout ce qui roule. Et seulement, je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais pas m'acheter de camion. Et personne ne m'aurait prêté d'argent pour ça. Donc, j'ai créé Anetra en nettoyage parce que c'est quelque chose qui ne demande pas d'argent au départ. Juste du courage, de la bonne volonté. Et vous aviez l'impression qu'il y avait un besoin dans ce métier-là ? Il y a beaucoup de hasard. Je voulais faire au départ, je ne l'envisageais que sous l'aspect lavage des vitrines des magasins. D'accord. C'était ma petite porte d'entrée dans le nettoyage. Et à l'époque, j'avais 300 francs en poche pour ce faire. J'ai acheté une échelle 3 brins, c'est une petite échelle, une perche télescopique, une raclette à vide, quelques chiffons. Et j'ai démarché des clients. J'ai fait du porte-à-porte chez les commerçants. Vous étiez un peu entraîné quand même ? Non, c'était très difficile. Mais je l'ai pris sur moi et je l'ai fait, mais ça a été très difficile. Donc là, vous allez faire quoi ? Vous allez rentrer dans dans un premier magasin et vous allez dire « je vais laver votre vitrine ». Voilà, est-ce que vous êtes intéressé, tout. J'ai, dans l'ensemble, été très bien reçu. Quasiment personne ne m'a mis dehors, ne m'a dit « monsieur, sortez ». Et j'ai eu donc mon tout premier client, une chapellerie en haut de la rue du Port, qui m'a dit « Ok, faites-moi ma vitrine » et ça m'a rapporté 5 francs. Ça ne payait pas tout à fait l'échelle encore. Ça ne payait pas encore l'échelle. J'ai démarché ce client, je suis rentré chez moi me changer parce que je me mettais beau pour démarcher. Et je suis revenu faire la vitrine, je suis à nouveau reparti et je suis venu taper la facture sur une vieille machine... Remington noir, haute, que j'avais récupéré je ne sais où. Et je suis venu l'encaisser. Voilà. 2 ou 3 autres clients ont suivi dans le centre-ville de Clermont, toujours des vitrines de magasins, Fil d'Art, la librairie Rome, bien connue à Clermont-Ferrand, les magasins de vêtements, Covette, Epsom et d'autres ont suivi. Voilà. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment externalisé, l'entretien de vitrine ? Ça l'était un peu quand même, mais il y avait de la place. D'accord, c'était les débuts. Voilà. Je me vendais comme un jeune qui démarrait, qu'il fallait aider, ce qui a sans doute aidé. Voilà, puis il y a eu une imprimerie chez qui on faisait des vitres qui m'a dit « Vous êtes bien mignon, mais il faut aussi me passer l'aspirateur ». D'accord. Ce qui a été une tuile pour moi parce que je n'avais pas d'argent pour acheter un aspirateur. Ça a été très difficile. Bon, j'ai fini par le faire. Et après, j'ai eu la chance... Et là, vous étiez toujours tout seul ? Oui. D'accord. C'est moi qui ai passé l'aspirateur dans cette imprimerie, l'imprimerie Drouin. Oui. Voilà. Monsieur Drouin. Et
Ensuite, les économas du centre qui existaient à l'époque, qui depuis ont été vendus, m'ont confié quelques magasins à faire en vite. Puis, voyant que ça se passait bien, quelques mois après, ils m'ont dit c'est plus quelques-uns, c'est 15 ou 20, je me souviens, une vingtaine, je crois, sur l'agglomération. Et en même temps, il faut m'entretenir l'intérieur des magasins. À l'époque, je crois qu'on les faisait que 3 fois par semaine. 6 à faire en même temps. Donc, bien sûr, il m'a fallu embaucher. Je ne pouvais pas être à 6 endroits en même temps. Et ça a été les premières embauches. Et ce dirigeant, qui depuis n'est plus là, m'a dit « Je ne veux pas vous faire de contrat. Je veux pouvoir vous foutre, c'est son expression, dehors quand je veux. » D'accord. J'ai dit « Banco, ça m'obligera à bien travailler. » On y restait plus de 30 ans, avant que ça devienne Auchan et que ça passe à un autre niveau. Donc ça veut dire que vous aviez théoriquement bien travaillé. On a dû bien travailler, oui, parce que de 6 à faire 3 fois par semaine, on a terminé à 16 à faire tous les jours. Alors, comment est-ce que si vous avez fait une formation mathématique, vous maîtrisez à peu près les chiffres, mais comment est-ce qu'on arrive vers de la gestion administrative, vers de la comptabilité, vers de la vision stratégique? Comment elles vont se passer ces années-là, même s'il y a un certain nombre d'années qui se sont passées, j'imagine? C'est très difficile. Je n'avais pas la moindre formation de gestion, du bon sens. Aura suffi. Je ne savais pas ce que c'était que de la comptabilité. Un bilan, un compte de résultat, je ne connaissais même pas les termes. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. J'ai appris sur le tas. Avec un accompagnement, Non, seul. Pendant longtemps, seul. J'ai fini par prendre un expert comptable, mais au bout de 2 ou 3 ans. Et alors, ces premières embauches, comment elles vont se passer? À l'époque, on embauchait plus facilement qu'aujourd'hui. Non, je ne me souviens pas de difficultés pour embaucher. D'accord. Donc, les économas du centre, et j'imagine que là, ça va commencer à s'accélérer, je suppose. Oui, après, d'autres clients sont venus. Après, j'ai cessé de démarcher. Les clients sont venus par le bouche à oreille. Oui, le démarchage, ça a duré 2-3 ans. Après, ça a été fini. C'est tout par le bouche à oreille. Je n'ai démarché que par la suite que 2 clients. On va dire que j'avais vraiment envie d'avoir. À Clermont-Ferrand, ça a été le centre Jode quand il s'est créé. Oui. J'ai dit ça, il me le faut. Et je l'ai eu. J'ai réussi à convaincre le directeur de vous donner mes qualités, de me donner ça. Et on l'a gardé pendant longtemps. Et avec le centre Jode sont venus beaucoup de commerçants du centre Jode. Et ça a été un sacré boost quand on l'a pris. Parce que il y avait les cinémas avec, il y avait CA qui était là à l'époque. Ça a été un sacré boost. Des années plus tard, ça a été le palais de justice. Parce qu'on était avenue des États-Unis, on était à 100 mètres du palais de justice. Pareil, j'ai dit ça, il a été créé là, il me le faut. Bon, on a réussi à l'avoir aussi. On l'a fait pendant longtemps, on l'a perdu pendant 2 ans. On nous a rappelé après, donc c'est toujours très flatteur quand on vous met dehors et qu'on vous rappelle en disant l'entreprise qu'on a pris s'en sort pas, s'il vous plaît, revenez. On est très content. Et alors du coup, 74 et bien sûr c'est 50 ans, comment avec le recul vous voyez les grandes étapes qui ont marqué Anetra et puis on aura une deuxième question après, mais déjà les grandes étapes c'est quoi? En constitution en société, déjà. Si j'étais en nom propre, je ne sais plus en quelle année on l'a constitué en société. Et donc les 2 grandes étapes, ça a été ça, le centre Jode, puis le centre Jode, c'était un sacré boost. Donc le centre Jode, c'est 1980. Avec un niveau d'embauche très important, j'imagine, à ce moment-là. Oui. Et plus tard, il y a eu l'idée d'exporter, de rester à Clermont-Ferrand, mais d'exporter ça dans d'autres villes. J'avais toujours envie d'aller à Vichy. Ça me paraissait une suite logique, et après d'autres villes, mais déjà Vichy. Alors ça ne s'appelle plus Anetra, ça s'appellera Villebenoît. Il se trouve que je connaissais un dirigeant
J'étais aussi actif dans la FEP, Fédération des entreprises de propreté, et ça m'a amené à connaître mes concurrents. Et l'un de mes concurrents à Vichy est décédé de mort violente en 1990, 95. Oui. Et j'ai hésité à appeler en ayant peur de passer pour un vautour. J'ai mis 3 mois à me décider à décrocher mon téléphone. Et au bout du fil, j'ai un monsieur qui m'a dit venez vite, on cherche depuis 3 mois à toute force un repreneur. Ça m'a bien soulagé, j'y suis allé. J'ai embauché la veuve du monsieur qui était décédé, qui n'était pas du tout du métier. J'ai acheté donc cette entreprise en la nommant directrice et elle y est restée jusqu'à sa retraite pendant 20 ans. Et c'est devenu une amie. C'est une belle histoire. À ce moment-là, quand vous rachetez Vichy, vous étiez combien sur Clermont-Ferrand ? 50. D'accord, donc il y avait vraiment eu déjà une expansion qui était oui. importante et Vichy va être une étape fondatrice dans le développement alors ? Alors, fondatrice, oui, parce que j'ai été dans le métier catalogué comme quelqu'un qui éventuellement achetait des entreprises. D'accord, même en n'ayant acheté qu'une ? Oui. D'accord. Ça s'est su. Et si bien que 3 ou 4 années plus tard, j'en ai acheté 2 autres, sur Limoges et sur Montluçon, simultanément. Limoges, parce que je connaissais bien le dirigeant au travers de mes activités de syndicat professionnel. Et je lui avais déjà dit, si un jour tu vends, ça m'intéresse. Plusieurs années après, il me dit, tu te souviens ce que tu m'as dit ? Oui, je veux vendre. Et ça s'est fait. C'est resté un ami aussi. Je n'ai pas peur du terme, un ami. Et Montluçon, simultanément, là, ça a été le hasard. J'étais chez un fournisseur qui m'a dit, tiens, je suis au téléphone avec votre concurrent. Vous voulez que je vous le passe ? Je le connaissais à peine. Et je savais pour moi qu'il avait vendu son entreprise. Bonjour, monsieur Carton, je ne sais pas quoi lui dire. Je dis, alors, vous avez vendu votre entreprise ? Pas encore. Pourquoi ça vous intéresse ? Il me dit, j'en suis resté un peu ébahi. Et finalement, on l'a acheté. Voilà. Et puis d'autres ont suivi après, à Saint-Étienne, d'abord, puis avec un de mes fils qui s'est expatrié dans les Alpes, à Grenoble principalement, et qui a souhaité que j'achète des entreprises dans les Alpes pour qu'il les dirige. C'est ce qui s'est fait par plusieurs étapes. Et maintenant, on a un pôle dans les Alpes plus important que le pôle auvergnat et qui est dirigé par lui. Voilà. On a acheté une autre à Ussel aussi, là, un ami du syndicat professionnel. Et alors, quand vous disiez en préambule de ce développement externe, vous disiez on a voulu externaliser, mais externaliser quoi ? C'était quoi ? Ou c'est toujours quoi la plus-value d'Anetra ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce développement-là, hormis une gestion rigoureuse, hormis une vision, mais quelle est la plus-value que vos clients viennent chercher chez Anetra ? Une entreprise locale. Oui. Avec familial, avec des intervenants en direct. C'est pas on concurrence les grands groupes qui ont des directeurs, des chefs d'agence, des inspecteurs, et il y a une déconnexion avec le terrain. Là, ils peuvent voir le responsable. En cas de besoin, je vais les voir, et même sans besoin. C'est le contact local. J'imagine aussi un peu de travail et de rigueur quand même. Du travail et de la rigueur. Si on a pu acheter toutes ces entreprises externes, c'est en faisant des emprunts. On s'est mis en péril, mais aussi parce que longtemps, l'argent gagné à Anetra a été mis de côté, n'a pas été dépensé. Je n'ai pas acheté de Ferrari. Ni de camion. Ni de camion. Et ça a permis d'avoir un apport, parce que les banques vous prêtent à condition d'en mettre un peu quand même.
Alors Claude, vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez commencé à nous aborder les engagements qui sont les vôtres, vous nous avez parlé de cette FEP, cette fédération des entreprises de propreté. Alors, un mot là-dessus, qu'est-ce qui vous a amené à vous y impliquer? Vous y avez été très actif, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais quand même avec beaucoup d'activités à une époque. Qu'est-ce que c'est la FEP? FEP, Fédération des entreprises de propreté, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais peu importe. Et ça regroupe la plupart des entreprises de propreté de France. Et c'est fédéraliste. Il y a une grande région, centre et sud-ouest, qui va depuis, pour résumer, depuis Orléans jusqu'aux Pyrénées, où j'ai été longtemps membre du conseil d'administration, trésorier, secrétaire, puis président de cette région. Et à ce titre, j'étais au conseil d'administration de la FEP en Île-de-France, qui regroupait ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Qu'on est partie prenante, qu'on s'intéresse à son métier, qu'on participe à son évolution, aux négociations avec les syndicats, aux négociations avec l'État. Il y a énormément de choses à faire pour encadrer cette profession, pour la faire reconnaître. C'est une profession qui est très peu reconnue. On a créé des centres de formation d'apprentis. Il y en a 6 ou 7 sur la France maintenant. Et il faut convaincre qu'il y a besoin de ça. Souvent, les gens nous disent pour passer le balai, il n'y a pas besoin de diplôme. Oui. Eh bien, si. Eh bien, si. Eh bien, si. Voilà. Et votre engagement, il s'est aussi retrouvé sur ce territoire auvergnat, puisque vous avez été très partie prenante dans un certain nombre d'institutions, de structures. Vous avez beaucoup donné, Claude Flamand. Oui, mais je crois que c'est nécessaire pour connaître son territoire et pour lui rendre tout ce qu'il m'apporte. J'ai été, pendant, je crois, 2 mandatures, membre de la Chambre de commerce, dans la liste de Jean-Philippe Génova. J'ai été pendant 30 ans conseiller prud'homme. Et Dieu sait si ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande à beaucoup s'impliquer, mais c'est très formateur, c'est enrichissant. Ça permet des ouvertures sur d'autres métiers que le sien, pour ne pas rester toujours en vase clos. Et j'ai été longtemps, et j'en suis toujours, administrateur du MEDEF Puy-de-Dôme. Justement, avec quel objectif avez-vous voulu prendre parti, hormis d'être acteur du territoire? Parce que c'est du bénévolat à chaque fois. C'est du bénévolat, oui. Ah oui, je suis aussi administrateur à AG2R Retraite. AG2R La Mondiale, je suis administrateur, et surtout sur la partie retraite. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la retraite. Et j'y suis toujours actif, je le suis toujours. Sans avoir basculé dans cette oui. posture de votre côté. Alors, pourquoi qu'est-ce qui vous porte dans cet engagement qui est le vôtre? Qui est économique, qui est... C'est être acteur de mon avenir, de l'avenir de mon entreprise, ne pas tout subir, de participer à ça. Comme lorsqu'on vote, une voix de plus ou de moins ne changerait pas le résultat, mais il me semble qu'on est tenu de le faire. Et là, on a encore plus de pouvoir. On participe à des conseils d'administration où on donne son avis, qui est accepté ou pas, mais ça me paraît indispensable. On ne peut pas rester en dehors et subir tout ce qui arrive. Il faut être partie prenante de ça. Et justement, dans ce refus de subir qui est le vôtre, vous avez eu également des choix à faire par moment dans ce parcours. Vous avez eu des remises en cause. Ça, c'est aussi la stratégie d'un chef d'entreprise. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille, Claude Flamand. Non, dans notre expansion, on est allé à Saint-Étienne. Je viendrai aux autres après, mais Saint-Étienne, ça s'est mal passé. D'abord parce qu'on n'a pas fait que du nettoyage, on a fait aussi de la pose de revêtement de sol. C'était pas mon métier, je le connaissais pas et je me suis laissé berner par des dirigeants et locaux. Et dans le nettoyage aussi. Donc à Saint-Étienne, on a dû fermer, malheureusement. Et par contre, sous l'impulsion de mon fils qui est dans les Alpes, nous sommes portés acquéreurs d'une société sur Monaco,
Alors Monaco, ça peut paraître prestigieux, mais il faut travailler là comme ailleurs. Comme il y a de la concurrence là comme ailleurs, sauf qu'il y a de l'exigence aussi, plus d'exigences. Oui. Et enfin, on a acheté un groupe de sociétés basé à Marseille qui travaille sur tout le quart sud-est de la France, où ça se passe correctement. Nous avons beaucoup emprunté pour ce faire. Nos emprunts se sont terminés courant 2014. Nous n'avons quasiment plus de dettes. Donc nous sommes très soulagés parce que nous avons beaucoup emprunté. Et il fallait que ça soit rentable pour rembourser. Ça fait maintenant une quinzaine de sociétés sur un grand quart sud-est de la France. Et on doit être cette année, je pense, à 52 millions de chiffre d'affaires. Alors, j'imagine que quand on se rappelle le début de cette émission, avec vos 300 francs et votre échelle et votre première facture, elle est où aujourd'hui, votre plus grande fierté, Claude Flamand ? La plus grande fierté, je crois maintenant, c'est que mes enfants sont partie prenante dans l'entreprise. J'ai 2 fils dans l'entreprise. Nous co-dirigeons à égalité, tous les 3. Je ne les ai pas du tout poussés. Je ne comptais pas qu'ils viennent. Je n'avais pas cette prétention. Je pensais, arrivé à un certain âge, vendre mon entreprise. D'accord. Et tous les 2 m'ont dit non. Tu vends pas, tu restes là. Tu vends pas, tu restes là et on veut travailler avec toi. Voilà. Et il y a combien de temps est-ce qu'ils vous ont dit ça ? Le premier, ça doit remonter à 10 ou 12 ans, que je recherche. Et le second, 5 ans après. Le premier encore n'avait pas d'emploi à l'époque. Il avait des diplômes, il en aurait trouvé. Mais le second avait un emploi. Il était chef de projet d'une grosse société informatique clermontoise. Il dit non, je démissionne et je viens travailler avec toi. Voilà. C'est ça ma plus grande fierté, effectivement. Oui. D'accord. Et le nombre de salariés que vous avez aujourd'hui ? On est 3000 à peu près. Sur toute la France. Donc j'imagine que ça aussi, c'est une belle fierté. C'est une fierté. Clermont-Ferrand est toujours le siège, mais nous ne sommes, entre guillemets, que 120 sur 3000. D'accord. Il y a beaucoup à Marseille, à Toulon, à Grenoble, Montpellier. Alors, encore un nouveau projet à venir ? On a fait une pause. Après tous ces achats, on s'est dit, on se pose. Moment de respiration. On respire. Bon, maintenant qu'on a tout remboursé, on est à nouveau à l'affût, entre guillemets. Ouais. Pour l'instant, on reste à l'affût, mais on n'a pas d'objectif précis. Si une opportunité se présente, on la saisira. Mais on n'a pas d'objectif précis. On en a saisi quelques-unes, des toutes petites, qui ont fait que grossir nos agences. On a une sur Grenoble, sur Nice. C'est tout. J'imagine quand même que réussir à rebondir après la Covid était déjà un vrai projet en soi. Oui, quand il y a eu la Covid, nous n'en menions pas large. Bien sûr. On a cru que notre entreprise allait disparaître. Effectivement, quand vous avez la moitié, voire les 2/3 des clients qui disent n'intervenez plus, on est fermé. Ça a fini par se rétablir, mais ça a été effectivement anxiogène. Alors, est-ce qu'on vous souhaite, après ces 50 bougies que vous allez fêter prochainement, est-ce qu'on vous souhaite, pour vous, pour vos enfants, et puis pour pour tous les collaborateurs qui sont les vôtres, et donc pour toutes les familles qu'il y a autour d'Anetra que vous faites vivre, est-ce qu'on vous souhaite 50 ans à venir ? Oui, je ne serai plus là pour le voir, ni même sans doute mes enfants. Mais oui, bien sûr. On est une entreprise qui veut travailler pour gagner de l'argent, c'est normal, mais aussi pour donner du travail à des personnes comme des femmes du ménage, comme des ouvriers nettoyeurs. Et on est une entreprise familiale proche de ses salariés. On veut les rendre heureux. On essaie de les payer correctement. Ça reste un salaire de femme de ménage, on ne peut pas, sinon on ne pourrait plus vendre. Mais on essaie d'être très proche de nos salariés. On essaie parce que c'est pas toujours facile. Oui, à 3000, ça devient un peu plus compliqué. Voilà.
Eh bien, Claude Flamand, merci infiniment. Moi, je vous souhaite de bien souffler ces bougies qui sont les vôtres. Et puis, à très bientôt sur le Gosse FM dans une autre émission d'Entreprise et Passion. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.